Vendredi 25 avril 1986. Une belle journée de printemps pour les 49 000 habitants de la ville de Pripyat en Ukraine, au cœur de l'URSS. Une journée qui va changer leur vie à tout jamais et qui va changer le monde. À 3 km de cette ville nouvelle flambant neuve, véritable vitrine de l'idéal soviétique, la centrale nucléaire Lénine, la plus importante d'Union soviétique, et en passe de devenir la première au monde. Ce soir-là, les techniciens de la centrale ont reçu l'ordre de mener une expérience d'auto-alimentation du réacteur numéro 4 en cas de panne de ce dernier. À 1h23, les opérateurs tentent de réduire la puissance du réacteur à son minimum. Mais rien ne se passe comme prévu. À l'inverse, ce dernier s'emballe et en une poignée de secondes, sa puissance nominale est multipliée par 1000. Dans un grondement sourd, le sol et les murs de la centrale se mettent à trembler. Puis, une détonation provenant du cœur du réacteur projette dans les airs les 1200 tonnes de son couvercle en béton armé. Un étrange faisceau multicolore chargé de particules en fusion s'élève dans le ciel à plus d'1 kilomètre d'altitude depuis le réacteur éventré. Le plus grave accident industriel et technologique de l'histoire vient de se produire. L'immense empire soviétique ne s'en relèvera pas. Et le monde ne sera plus jamais le même. Au-delà de la catastrophe environnementale et sanitaire qui a profondément marqué la fin du XXe siècle, l'accident du 26 avril 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl marque aussi le début d'une véritable guerre lancée par la toute-puissante Union soviétique contre la contamination atomique et ses terrifiantes conséquences. Une guerre que le pouvoir de Moscou a désespérément tenté de cacher au regard du monde et de sa propre population. C'est l'histoire d'un gigantesque mensonge, dont les conséquences ont progressivement semé la révolte à travers toute l'URSS et qui ont participé à son effondrement moins de 4 années plus tard. C'est l'histoire d'une bataille à fond perdu, qui se déroule au cœur de l'Europe, mais aussi dans les coulisses du pouvoir, à l'Est comme à l'Ouest, et dans les arcanes des institutions internationales, prêtes à tout pour garder la main sur la catastrophe et sauver l'avenir de l'industrie nucléaire mondiale, au-delà des différences idéologiques et politiques de part et d'autre du rideau de fer. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire soviétique et les États-Unis se partagent le monde et s'affrontent dans une compétition acharnée sur tous les plans. Armement, technologie, conquête spatiale, énergie. Mais au début des années 80 déjà, la course semble définitivement perdue par Moscou, qui est distancé sur tous les plans par son adversaire américain. Son économie est exsangue et le système politique soviétique hérité de Lénine est à bout de souffle. Dans ce marasme, un an presque jour pour jour avant la catastrophe du réacteur numéro 4, un nouveau souffle et un nouvel espoir apparaît pourtant. Mikhaïl Gorbatchev est élu au Soviet suprême. Conscient de l'état de déliquescence du pays et du pouvoir, il promet transparence à l'intérieur et ouverture au monde. Avec le recul, la deuxième moitié des années 1980 était une période de véritable euphorie. Gorbatchev a proclamé la perestroïka et la glasnost, la transparence et l'ouverture. La société, qui vivait dans les conditions de pression politique, de silence, de manipulation, d'informations cachées, a cru que quelque chose pouvait changer. Les gens ressentaient une exaltation. Voilà,
Nous allons régler tous nos problèmes et enfin, nous commencerons à construire un État responsable et digne de ce nom. Mais le 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. Et tous ces rêves allaient prendre fin. Au petit matin du 26 avril, depuis un hélicoptère de l'armée, les premiers témoins constatent le cœur éventré du réacteur qui laisse échapper dans l'atmosphère son poison létal. Le réacteur a littéralement explosé. Mais les responsables de la centrale vont parvenir à nier ce fait terrifiant auprès des autorités dans les heures pourtant cruciales qui vont suivre. C'est la première séquence d'une longue chaîne de mensonges et de dissimulation. La première réaction, et ça c'est corroboré même par une série de témoins que j'ai pu rencontrer, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est que ce n'était pas dans la culture ou dans l'imaginaire possible de penser qu'un accident comme ça pouvait arriver. Donc, s'il arrive, on n'y croit pas d'abord. On pense que c'est un accident qui n'a pas toute la dimension dramatique qu'il a eue. On ne croit pas que le cœur est éventré et est à ciel ouvert. Et ça va générer évidemment des mauvaises informations et des mauvaises mesures. Le 26 avril au matin, à 700 km de là, le Kremlin est encore dans le flou. On parle d'un incendie, de fortes irradiations, mais pas un mot sur l'explosion. Gorbatchev constitue dans l'urgence une délégation de scientifiques parmi les plus éminents d'Union soviétique. À sa tête, l'académicien Valéry Legasov, l'un des principaux artisans du programme nucléaire civil soviétique. La délégation s'envole dans l'après-midi pour Tchernobyl. En son sein, le premier secrétaire a pris soin de placer des membres du KGB, chargés de lui faire directement remonter tout ce qu'ils voient et entendent. Sur place, alors que le cœur du réacteur éventré se consume, la population locale est maintenue dans l'ignorance. Pourtant, tout au long de la journée, les scientifiques arrivés de Moscou font des relevés de radioactivité. Dans l'après-midi, plus de 600 000 fois la norme. C'est la stupeur. On pense que les appareils sont défectueux, car à ce rythme-là, les habitants seront tous morts dans 72 heures. Mais leur évacuation ne sera décidée que le lendemain, en fin d'après-midi. Внимание, внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию. Les habitants sont réunis au pied de leurs immeubles et, dans le calme, prennent place à bord de près d'1 millier d'autocars affrétés dans l'urgence. Ils ont comme consigne de ne prendre avec eux que le strict nécessaire, car ils seront de retour dans 3 jours, 4 tout au plus. Ces premiers réfugiés de l'atome ne reverront jamais leur logement ni leur ville, en réalité devenus inhabitables pour plusieurs centaines de milliers d'années. Mais dans les mois et les années à venir, ces exilés des zones contaminées vont constituer les premiers foyers de contestation et les premières voix dissidentes contre le pouvoir central de Moscou. Pendant que la zone est vidée de tout habitant, le nuage chargé de particules radioactives a commencé son voyage à travers l'Europe. Le 28, il atteint la Suède, où les appareils de la centrale de Forsmark près de Stockholm enregistrent une augmentation brutale de la radioactivité. Un accident nucléaire majeur s'est produit quelque part dans le monde. Mais aucun pays n'a déclaré quoi que ce soit. La première ministre suédoise appelle le directeur de l'AIEA, Hans Blix, à Vienne, pour lui faire part de la situation. Il ne sait rien. Il contacte à son tour les pays voisins, puis Moscou. En Suède, ils ont tout de suite pris la situation au sérieux. Ils ont compris qu'un accident de grande ampleur venait de se produire quelque part.
Les Suédois ont immédiatement averti l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont l'URSS ne faisait pas partie et qui ne participait à aucun de ces programmes. Au même moment, l'Union soviétique réfléchissait sur la réponse qu'elle pourrait bien donner à l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui s'est vite douté que le problème ne pouvait venir que de l'Est. En quelques heures, les États occidentaux comprennent que quelque chose de grave s'est passé. Les Américains détournent alors leurs satellites espions sur l'Union soviétique et découvrent l'impensable. La matière radioactive qui continue de s'échapper du réacteur béant est parfaitement visible sur les images thermiques. La couleur des arbres devenus rouges indique des niveaux de radiation colossaux. Au même moment, le ministre soviétique de la Santé, alors en visite à Washington, fait face aux journalistes occidentaux qui se sont déjà empressés d'annoncer des milliers de morts sur le site. The situation is under control. How many people have been affected? How many thousands have been affected? Well, I say 2 people were killed. But how many injured How or many affected? injured, I don't know, because I am now here and I can't. Does it really seem likely that only 2 people have been killed in this, what has been an That's enormous true, disaster? you know, that's official report. Dès l'annonce de l'accident, le gouvernement américain est immédiatement passé en mode guerre froide. Et quelques jours après, voici ce qu'ils ont répondu. Les Russes parlent de 2 morts. Eh bien pour nous, ce sera 2000 morts. Et ils ont tout fait pour que cela devienne la seule et unique vérité. Ils ont réuni plusieurs scientifiques dans une pièce sécurisée, très loin des regards soviétiques, et leur ont posé cette question. Combien de morts, d'après vous? Avec une 50aine d'employés dans la centrale, sans doute une 30aine de morts, ont répondu les scientifiques. Eh bien non, ce sera 2000. Voilà le chiffre que les autorités américaines ont avancé au début. Face aux chiffres qu'avancent les Américains, Moscou n'a d'autre choix que de faire de son côté une déclaration à la télévision publique et apporter sa version. L'un des 4 réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl a connu une avarie. Mais des mesures ont été prises pour en éliminer les conséquences. De fait, le Kremlin a avoué, mais tente encore de minimiser l'ampleur de la catastrophe. Sur le terrain, la réalité est tout autre. Alors que le Kremlin tente encore de cacher aux puissances occidentales la gravité de la situation, autour de la centrale et dans toute la région, c'est un véritable front armé qui se met en place contre un ennemi invisible, mais qui est partout et gagne du terrain à une vitesse folle. Le pouvoir à présent au fait de la situation sait qu'il faut réagir, et vite. Une zone interdite d'un rayon de 30 km autour de la centrale est délimitée. Rapidement vidée de ses habitants, c'est désormais une zone de guerre. Des dizaines de milliers d'hommes entre 20 et 40 ans, des réservistes de l'armée et des civils, sont jetés dans la bataille. Ils ont été réquisitionnés dans toutes les républiques de l'immense empire, des pays baltes à l'Asie centrale. Tous seront désormais des liquidateurs. Leur mission, liquider la radioactivité. Tout ça s'est fait extrêmement vite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un contexte de guerre. C'est une guerre éclair. Vous avez l'ennemi, radioactivité, qui s'en va, et qui sème la désolation et le danger partout. Et en face, vous avez les moyens humains. C'est lourd. Il faut faire venir les camions, il faut faire venir le plomb, il faut faire venir le sable, il faut faire venir le bore, il faut faire venir je ne sais quoi encore, et des hommes, et les hommes, la chair à canon. Et tout ça se met en place à une vitesse extrêmement grande, dans un contexte qui était difficile, parce que la guerre en Afghanistan, c'est qu'il n'y avait pas de troupes aguerries disponibles. Vous aviez les réservistes et les jeunes recrues. Et c'est eux qu'on a envoyés à Tchernobyl. Et là, leur sort était scellé. Et le secret a été très très bien préservé pour qu'on ne sache pas ce qu'ils étaient devenus et pourquoi ils sont morts.
Si Tchernobyl est une guerre, le pouvoir soviétique veut plus que tout qu'elle reste secrète. Immédiatement, le Politburo édicte une ordonnance martiale imposant le blackout total sur toutes les informations relatives à Tchernobyl. À commencer par les niveaux de radiation reçus par les populations et par les liquidateurs. Le personnel médical est avisé de ne pas indiquer sur les diagnostics irradiation ou de le remplacer par d'autres pathologies. Les liquidateurs, eux, sont tenus de ne rien dire à leurs familles et leurs proches de ce qu'ils ont vécu, vu ou entendu au cours de leur séjour sur la zone. Dès le début, il y a eu des ordres, des directives pour tout rendre secret. Et ces ordres venaient directement de tout en haut, de Moscou. L'obligation de garder le secret à tout prix était très claire. À commencer qu'il était interdit de dévoiler les doses radioactives reçues par les gens sur place. Ces chiffres étaient toujours minimisés. Des spécialistes venaient de Moscou pour prendre des mesures. Puis, ils diminuaient systématiquement les chiffres, affirmant que tel ou tel endroit n'était pas dangereux. Tout cela fut un immense mensonge. Le ministère de la Santé, le KGB, toutes les structures d'État ont reçu ces ordres et les ont systématiquement appliqués. Dès notre arrivée, nous avons reçu l'ordre de garder le secret et de ne pas parler de quoi que ce soit de ce qui se passait sur la zone. Il était interdit d'appeler ou même d'écrire à nos proches, à nos familles. Si des doses réelles de 10-20 Röntgen avaient été enregistrées, alors on indiquait sur les registres des doses beaucoup plus petites, parce que ça permettait de nous garder plus longtemps. En tant que militaire, je devais rester pendant 3 mois. Et au final, j'ai passé plus de 4 mois dans cet enfer. Justement parce que les doses de rayonnement auxquelles j'ai été exposé, comme tous les autres, ont été revues très largement à la baisse. C'est ce qu'ils avaient trouvé pour pouvoir nous garder, pour nous faire travailler plus longtemps au contact de la contamination. Imaginez combien d'équipes il aurait fallu avoir sur place si elles ne pouvaient pas rester plus d'1 minute sur le terrain. Le plus important pour le pouvoir soviétique est de parvenir à étendre et maintenir ce secret à l'échelle de l'ensemble de la population et de toutes les républiques de l'Empire. Car la zone contaminée s'étend déjà bien au-delà du théâtre des opérations. Au hasard des vents et des précipitations, d'immenses zones sont déjà touchées en Ukraine, en Biélorussie, en Russie. Fin avril, des quartiers de la capitale ukrainienne, Kiev, sont atteints. Tout en lessivant à grandes eaux les avenues de la ville, on tente de maintenir la population dans l'ignorance. Près d'une semaine après l'accident, et alors que la capitale ukrainienne est déjà massivement contaminée, les autorités décident de maintenir les manifestations du 1er mai et invitent la population à descendre massivement dans la rue. Quelles ont été les conséquences sur la santé des habitants de Kiev? Aucun suivi n'a jamais été effectué. Mais pour les autorités, la priorité reste d'éviter la panique, quel qu'en soit le prix à payer. Cherbinsky, le premier secrétaire du parti en Ukraine, est envoyé avec toute sa famille pour défiler en première ligne dans la rue, car il doit montrer l'exemple et rassurer la population. Il se suicidera l'année suivante. La rumeur courait, les gens le savaient. Il y avait une rumeur, mais ce n'était pas officiel, ça c'est vrai. Par ailleurs, sur le plan politique, comme je disais, le 1er mai c'est sacré, et le 1er mai prime sur beaucoup de choses. Voyez ? À un moment donné, le politique, il impose sa raison. Et là, c'est même plus que le politique. C'est l'élan social pour le 1er mai, qui est un élan social réel, qui ne pouvait pas être bridé à cause d'un accident à 100 km. Ça, les gens, à mon avis, n'auraient pas compris, et ça aurait pu déclencher la panique, pour le coup. Or, la principale préoccupation en cas d'accident atomique, c'était celle des autorités soviétiques, surtout pas de panique. On avait tellement bassiné les gens avec le risque de la guerre atomique, de dire que Tchernobyl c'était à peu près équivalent,
ça aurait mis alors une panique généralisée. Début mai, pour le Kremlin, la situation devient difficilement tenable. D'un côté, la rumeur qui grandit dans la population, car jusque dans les campagnes, les gens ont parfois accès aux radios de l'Ouest, qui évoquent déjà une catastrophe nucléaire majeure. De l'autre, les États occidentaux qui réclament ouvertement de la part de Moscou que toute la transparence soit faite et que des informations fiables soient enfin communiquées. Le 15 mai, 3 semaines après la catastrophe, Gorbatchev se résout donc à une allocution télévisée où, pour la première fois, il laisse entendre la gravité de la situation. Всі ви знаєте, нещодавно у нас трапилося лихо. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Воно боляче торкнулося радянських людей, схвилювало міжнародну громадськість. Ми вперше реально зіткнулися з такою грізною силою, якою є ядерна енергія, котра вийшла з-під контролю. Враховуючи надзвичайний і небезпечний характер того, що відбулося в Чорнобилі, Політбюро взяло на себе всю організацію роботи щодо якнайшвидшої ліквідації аварії, обмеженню її наслідків. Dans la foulée, le Kremlin organise une conférence de presse à Moscou. Devant une centaine de journalistes venus du monde entier, le pouvoir fait des demi-aveux. Sur place, la situation est difficile. Mais tous les moyens sont mis en œuvre pour essayer de limiter les conséquences de l'accident. On déplore plusieurs centaines d'hospitalisations pour des symptômes d'irradiations aiguës. Enfin, on annonce la tenue d'une conférence internationale à Vienne, au cours de laquelle les scientifiques soviétiques transmettront toutes leurs données sur la catastrophe. C'est pour la première fois l'espoir pour la communauté internationale, autant que pour le peuple soviétique, que le pouvoir puisse leur dire la vérité. C'est Valéry Legasov qui est chargé par le Kremlin de présenter ses travaux à Vienne. Sa feuille de route dictée par le Kremlin est de jouer la carte de la transparence. Car Gorbatchev voit désormais dans la catastrophe de Tchernobyl une opportunité de mettre en œuvre concrètement la glasnost, son projet de transparence. Et il est attendu sur ce point, autant à l'intérieur de l'Union soviétique que de l'autre côté de l'Atlantique. Mais cette volonté nouvelle va vite se trouver contrariée. Contrairement à ce qui avait été annoncé, la conférence organisée par Hans Blix est en fait menée à huis clos. Aucun journaliste ou observateur extérieur n'est autorisé. Valéry Legasov va longuement exposer les faits et mettre l'auditoire en état de choc. Il prévoit plus de 40 000 morts à venir des suites des contaminations. Mais les pays occidentaux rejettent d'emblée ces projections. Il faut à tout prix protéger l'industrie nucléaire, encore florissante en Europe comme en Amérique. Mais les Occidentaux qui sont en face, je dis, mais ça ne va pas, on ne va pas sortir à communiquer pareil, alors que ce sont des calculs qui font l'objet d'un consensus international. Non, vous exagérez, c'est pas possible. Ils interdisent la communication de ce document, on le retire de la discussion, et puis on fait des discussions de marchands de tapis, et on sort un communiqué dans lequel la catastrophe fera environ 4 à 5 000 décès par cancer si on suit les pronostics et les calculs. Et voilà comment on étouffe, on essaye d'étouffer quelque chose, circonscrire, je dirais, les effets potentiels que les Russes admettaient eux-mêmes, en quelque sorte, lors de cette conférence. À l'issue de la rencontre, sous la pression de la communauté nucléaire internationale, Legasov courbe finalement l'échine. Le chiffre de 4 000 décès probables est communiqué et il sera confirmé en 2005 comme bilan officiel de la catastrophe par l'ONU. Moins de 2 ans plus tard, il choisira le 26 avril 1988 à 1h24 du matin pour mettre fin à ses jours. Mais pour l'heure, à 1000 km à l'est de la capitale autrichienne, la situation est chaotique et la lutte acharnée.
Des milliers d'hommes tentent de nettoyer à main nue les abords de la centrale, pendant que d'autres rasent et enterrent dans des fosses des villages entiers ou excavent des centaines de kilomètres carrés de forêts et de champs contaminés. Loin d'avoir étouffé le cœur du réacteur, les tonnes de sable et de plomb déversées depuis les hélicoptères ont à l'inverse encore augmenté sa masse et sa température. Ils s'enfoncent à présent dans le sol et risquent d'atteindre la nappe phréatique, engendrant alors une explosion thermonucléaire qui rendrait les 2/3 de l'Europe inhabitable pendant des milliers d'années. Les calculs évaluent à près de 15% la probabilité de ce scénario apocalyptique. Une centaine de mineurs sont alors envoyés pour creuser un tunnel de 300 mètres sous le bloc numéro 4 et couler une chape de béton, sans aucune protection. L'idée est à présent d'édifier une gigantesque enceinte de confinement autour du réacteur accidenté et qui devrait permettre de contenir partiellement la radioactivité pendant 30 ans, tout au plus. Mais un nouvel imprévu apparaît. Le toit du bloc numéro 3 est jonché de tonnes de débris de graphite hautement radioactifs, directement issus du cœur du réacteur. Un homme se trouvant à proximité de ces matériaux mourrait en quelques minutes. Les rovers télécommandés envoyés par l'Allemagne de l'Ouest pour repousser le graphite au fond du trou béant tombent en panne sous l'effet des radiations. Il va donc encore falloir sacrifier des hommes, beaucoup d'hommes. Ils seront baptisés biorobots. Chacun a 40 secondes tout au plus pour jeter le contenu d'une pelle ou deux dans le précipice. Mais dans des conditions si extrêmes, la tâche est colossale. Et beaucoup d'entre eux remonteront sur le toit à de nombreuses reprises au cours de l'été. Le soir, les machines comme les hommes sont recouverts de particules contaminées. Pour leur sacrifice, on leur a promis des indemnités, des bonnes retraites, une voiture ou un appartement bien situé. Mais il n'en sera rien. Car l'agenda du pouvoir ne sera pas plus demain qu'aujourd'hui à l'indemnisation des victimes et à la prise en charge des conséquences environnementales et sanitaires. Quand on regarde les retranscriptions des réunions secrètes entre Gorbatchev et tous les grands leaders de ce monde, il s'inquiétait surtout de ce que serait la réputation de l'URSS aux yeux du monde et par extension de leur réputation à tous. D'un point de vue économique, il fallait également relancer le réacteur à tout prix parce qu'il constituait une source de production d'électricité inestimable. Il mentionnait à peine les populations qui vivaient dans les zones très fortement contaminées à la suite de cette catastrophe nucléaire. Mais en aucun cas, il ne se souciait des problèmes de santé publique que cela aurait pu causer. À la fin de l'automne 1986, le sarcophage est terminé. Construit si vite, dans un environnement si extrême, c'est en tout point une prouesse. Reste que la structure censée être étanche arbore plus de 1000 mètres carrés de trous. Les réacteurs 1, 2 et 3 sont remis en marche. Pour venir à bout de l'ouvrage et mener cette folle campagne, Moscou a dépensé près de 20 milliards de roubles. Les caisses déjà en souffrance de l'Empire ont littéralement été vidées en 6 mois à peine. Pour pouvoir payer la colossale facture de la décontamination, le Kremlin a été contraint de suspendre le développement de son arsenal nucléaire, abandonnant ainsi définitivement la course avec les États-Unis. Plus que jamais, l'URSS est à genoux. Fin 86, voici ce qui reste de la grande armée de Tchernobyl. Des centaines d'hélicoptères d'assaut, des milliers de véhicules, vestiges hautement contaminés qui attendent d'être enterrés dans de gigantesques fosses et qu'il faudra encore recouvrir de plomb et de béton. Une victoire en apparence, mais qui ressemble plus à une grande débâcle. Avant de quitter le champ de bataille, on dresse une banderole, l'URSS plus forte que l'atome. Il est aussi décidé de hisser le drapeau rouge sur le sommet du bâtiment
en référence à celui dressé sur le Reichstag à Berlin en 1945, lorsque l'armée rouge avait vaincu le nazisme, exposant ainsi aux radiations une dernière poignée de volontaires. Pendant cette période, on a envoyé des ressources matérielles et humaines gigantesques. Lors des réunions du Politburo du Comité central du Parti communiste d'Ukraine, tous les responsables se mettaient à crier, ils hurlaient, ils se lamentaient que toutes les ressources de l'État étaient envoyées là-bas, à l'infini, et que tout était englouti par ce trou noir. L'installation du drapeau a été fortement critiquée par les observateurs. Excusez-moi de le dire, mais cela a été une énorme connerie, juste pour attirer l'attention, pour fanfaronner. Cela a été indécent. Mais pour les gens qui étaient sur place et qui avaient souffert, c'était comme une fête qui symbolisait la fin de leur mission. Mais la réalité, c'était que la mission n'était pas terminée. Une fois le drapeau rouge hissé, une fois les photos prises, partout les gens ont commencé à tomber malades et à mourir les uns après les autres. Pour faire croire au monde, à sa population et sans doute à elle-même, que le dossier de Tchernobyl est sur le point de se refermer, les autorités organisent le procès des opérateurs de la centrale qui se tient en avril 1987, dans l'ancienne salle des fêtes de la petite ville de Tchernobyl, au cœur de la zone interdite. Sa vocation est de condamner la poignée de responsables et de techniciens présents à la centrale cette nuit-là, en mettant en avant des erreurs humaines et des responsabilités individuelles. En Union soviétique, sévère condamnation pour les responsables de Tchernobyl. 6 responsables de la centrale qui a provoqué la catastrophe ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 10 ans de camp. Jacques Violet. Un verdict que Moscou semble avoir voulu exemplaire pour le procès de l'erreur humaine ayant conduit à la plus grave catastrophe du nucléaire civil. Pour les responsables, l'ancien directeur de la centrale et ses adjoints, déclarés coupables de violation des règles de sécurité, 10 ans de camp chacun. Toute l'enquête avait été menée dans le but de mettre toute la responsabilité sur le personnel de la centrale, de montrer qu'ils avaient pris des risques, surtout de bloquer tout questionnement sur la conception du réacteur. Et aussi d'empêcher la création d'une commission d'enquête. Donc, le tribunal n'a pas permis de faire sortir quoi que ce soit. Et quand le verdict est tombé, le directeur de la centrale a alors déclaré « C'est déjà bien qu'on ne m'ait pas accusé de l'assassinat du président américain Kennedy. Merci au moins pour cela. » Ce verdict est une stratégie à peu de frais pour mettre hors de cause la technologie soviétique et le réacteur de type RBMK réputé instable et dont on sait pourtant qu'il est le principal responsable. Mais derrière ce type de réacteur de conception soviétique, généralisé dans le parc nucléaire civil depuis les années 50, au motif qu'il serait fiable et surtout peu coûteux, se cache une réalité tout autre. Une réalité plus vaste et plus trouble. Un enjeu stratégique majeur et classé top secret. Au fil de ses recherches, Kate Brown a exhumé des rapports classés du Politburo qui remettent largement en cause la posture pacifiste de Gorbatchev et de l'URSS pendant toute cette période. Les soviétiques ont conçu le réacteur RBMK pour différentes raisons.
Il produisait beaucoup d'énergie, il était très efficace et ne coûtait pas très cher à construire. Là, je vous donne uniquement les raisons officielles. Maintenant, si on parle des raisons officieuses, elles sont tout autres. À l'époque, la guerre froide battait son plein. Reagan venait de relancer son programme d'armement, désormais baptisé Star Wars, et qui visait à fabriquer davantage de missiles nucléaires pour contrer les missiles soviétiques. C'était vraiment la course à l'armement. Et évidemment, ça rendait les soviétiques très nerveux, en particulier les leaders du secteur des armes nucléaires, une puissante industrie restée très opaque au sein même du pays. Donc, le réacteur RBMK avait une autre fonction, une double fonction en fait. Il était destiné à la fois à la production industrielle d'électricité, mais aussi à celle de plutonium. Le plutonium était l'élément essentiel à la conception d'armes nucléaires et donc très recherché par toutes les grandes puissances. Lors d'une réunion ultra secrète du Politburo qui réunissait tous les plus hauts fonctionnaires du pays, est arrivé sur la table le sujet du programme Zaslom, programme bouclier en français. Un nom de code évidemment. Alors Gorbatchev a demandé pourquoi ils avaient maintenu cet énorme réacteur en activité s'ils étaient au courant d'un éventuel défaut de conception. Il pointait du doigt les ingénieurs, bien entendu. Alors, ils lui ont répondu que oui, ils étaient bien au courant de tout ça, mais qu'avec le programme bouclier, il fallait absolument continuer à produire de l'uranium en grande quantité. Et donc, ils ont continué. Le réacteur RBMK agissait comme un garde-fou stratégique pour s'assurer une réserve de plutonium suffisante et qui permettrait à l'avenir de concurrencer les Américains dans leur course à la production d'armes atomiques. Ce qui est intéressant, c'est que l'Union soviétique a construit ses réacteurs RBMK à l'intérieur même du pays, mais également dans leurs nations satellites d'Europe de l'Est, en Chine et même ailleurs. À la différence que ces réacteurs n'ont jamais été des RBMK, uniquement des réacteurs de type BBR ou des réacteurs à eau sous pression, jamais destinés à la production de plutonium. Le secret militaire est sauvé et la centrale remise en marche. Mais Moscou sort éreinté de la crise, tant financièrement que politiquement, et Gorbatchev espère pouvoir tourner la page et aller de l'avant. À commencer par reprendre là où il les avait laissés à la veille du 26 avril 1986, ses projets de réforme. Glasnost et perestroïka, transparence et ouverture. Mais il n'en sera rien. Alors que les liquidateurs sont repartis chez eux en ordre dispersé aux quatre coins de l'Union soviétique et que près d'1 million de personnes ont été déplacées, les terrifiantes conséquences de l'accident commencent juste à être visibles. Et bien au-delà de la zone interdite. Les gens ne savaient pas. Ils n'avaient pas les moyens de le savoir. Et donc, ils mangeaient de la nourriture contaminée. Et d'ailleurs, la situation sanitaire qu'on a trouvée pour la contamination corporelle des habitants de ces régions était absolument épouvantable. C'était des gens qui avaient accumulé plusieurs milliers de becquerels par kilo de poids de corps de césium, par exemple. Ce qui rendait les enfants malades. Parce que à ces doses-là, les organes réagissent, si vous voulez. Ils réagissent mal, évidemment. Alors que sur un territoire immense, à cheval sur l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie, le taux de maladies, de malformations et de fausses couches explose, les gens comprennent que la contamination est bien plus étendue qu'annoncée. Les populations évacuées en 1986 ont été relocalisées dans des bourgades reconstruites à la hâte, mais sur des zones qui s'avèrent aussi contaminées qu'aux abords de la centrale, si ce n'est plus.
Tous les habitants qui se trouvaient autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl ont été évacués après l'accident. La plupart de ces populations ont été replacées dans des bourgs construits spécialement pour les reloger. Mais avant de construire tout cela, personne ne s'est occupé de vérifier que l'endroit était propre. Nombre de ces villages neufs avaient en fait été construits sur des sols hautement radioactifs. Les gens ont alors progressivement compris qu'on leur avait fait quitter un malheur pour un autre. Aux réfugiés de l'atome, doublement trahis, viennent s'ajouter la cohorte des liquidateurs. La plupart d'entre eux tombent gravement malades dans les mois qui suivent leur retour de Tchernobyl. On leur avait promis des suivis médicaux et de belles compensations. Mais rien n'arrive. Ce qu'il faut voir, c'est que les liquidateurs se sont organisés dans certains pays. En Ukraine, par exemple, qui était le pays le plus démocratique après Tchernobyl, des trois, Biélorussie, Russie et Ukraine, les associations de liquidateurs ont fait un énorme travail. Et on peut dire que l'ensemble, toute la cohorte des liquidateurs ukrainiens a été suivie par ces associations. On sait au chiffre près, à l'unité près, le nombre de liquidateurs survivants en telle année, survivants ensuite en telle année, combien sont malades et tout ça. Tout ça a été tenu à jour. Donc eux, ils savent. Même s'ils ne connaissent pas leur dose, ils savent que 40% sont morts en 10 ans. Bon, ça fait 150 000 de moins. C'est pas rien. Ils n'apparaissent nulle part dans les statistiques officielles. Ils sont reconnus par personne. Eux, ils le savent, et c'est pas reconnu. Quant aux survivants, ils touchent des pensions misérables, qui les maintiennent à peine au seuil de la survie, et en tous les cas, ne leur donnent pas les moyens d'acheter les médicaments dont ils ont besoin. Les gens attendaient des compensations de la part de l'État. Mais l'État ne donnait rien. Il ne donnait que des promesses. Alors ça et là, des voix ont commencé à s'élever. Et il y a eu les premiers incidents, parfois dramatiques, comme des suicides, pour exprimer sa colère contre l'État. Puis des manifestations ont été organisées, diverses actions dans l'espace public organisées par l'Union Tchernobyl d'Ukraine, devant le Parlement, devant les cabinets des ministres. Et les rassemblements locaux se sont multipliés. Les gens exprimaient leur colère et ils demandaient des indemnités, de nouveaux logements ou simplement un peu d'attention. Що вас сьогодні привело сюди? Привело те, що вже треба кінчати з нашими базіками, а треба вже дійсно займатися Чорнобилем. По-перше, треба пам'ятати про ті жертви, які дали. І пам'ятати, що це найважчий етап для нас. От тут вся гласність вирішується. На митинг меня сегодня привело забота о будущем, о своих детях. Чтобы ели чистый хлеб, пили чистую воду, дышали чистым воздухом. Нас, конечно, тревожит положение в Народищах. У нас же Народище, Лугинский район. Там надо людей просто-напросто выселять. Там очень большая радиация, доходит до единицы даже. В некоторых местах единица есть. 0,6, 0,5. Вот такая вот радиация. Дети там ходят белые, на линейках не стоят, падают в обморок. До сих пор общественность не получила ответа. Кто дал указание проводить 1 мая демонстрацию 3 года назад? Надо всем нам, общественности, потребовать. Кто виновник всему этому безобразию? Мы хотим послухать правду и знать, вернуться домой. Там записываю вас, все ясно. Там вы правды не знаете? Нет, мы не знаем. Правды нет нигде. Сколько не работаешь, правды нет. Но хотелось узнать. Les manifestations en Ukraine et en Biélorussie étaient l'expression d'un mécontentement massif contre les actions du gouvernement, contre la politique en général, l'exploitation des républiques. Et la gestion de l'accident de Tchernobyl a cristallisé tout cela. Parce qu'il y a eu tant de malhonnêteté, tant de problèmes sur les épaules du peuple,
Les gens ne pouvaient plus supporter ce pouvoir, cette soumission à ce pouvoir central indécent que représentait Moscou. Чорнобилі наша земля не знала. Природа мстить за аморальність і за фальшивість, за жорстокість і за бездарність, за ненажерність і за замкнутість командно-адміністративної системи. Ми не знаємо, скільки за цих 3 роки загинуло людей від Чорнобильської полинної зорі. Але ми знаємо, що ми побудували найбільшу у світі домовину. Les gens ont commencé à se révolter en dehors des grandes villes. C'était très inhabituel en ex-URSS. On ne voyait quasiment jamais de manifestations dans la campagne. Mais cette fois, elle aussi se mettait à gronder. Des marches étaient organisées un peu partout dans les petites villes et villages. D'énormes manifestations se tenaient, comme à Kiev par exemple, où 60 000 personnes s'étaient rassemblées dans un stade de football pour demander des comptes aux dirigeants du pays. Les orateurs se succédaient pour hurler leur colère quand le KGB a décidé de couper les micros. Alors tout le monde s'est mis à crier « microphone, microphone ». Ils voulaient faire entendre leur voix et n'ont pas hésité à défier le KGB pour ça. Гласность и демократизация – это самые мудрые и дальновидные шаги, осуществленные нашей партией за последнее время. Но гласность еще встречает ожесточенное сопротивление ведомств. Во-вторых, где микрофон? Во-вторых, La contestation autour de Tchernobyl gronde et s'étend à toutes les républiques touchées par la contamination nucléaire. Elle cristallise une critique globale du pouvoir central de Moscou et du système soviétique. Cette révolte va rencontrer les opportunités offertes par l'évolution politique de la perestroïka et de la glasnost. Fin 1989, les premières élections démocratiques vont amener au Soviet suprême des femmes et des hommes issus de la société civile. Médecins, scientifiques ou encore journalistes. Ils vont alors faire éclater la vérité sur Tchernobyl, au cœur de l'institution. À Moscou, plus personne ne peut désormais nier la terrible vérité et les mensonges du pouvoir. Les responsables sont dos au mur. Sous la pression, ils sont obligés de publier une partie des documents tenus secrets depuis la catastrophe. Rapports, photographies, cartes des territoires contaminés. Pour la population, c'est le choc. Toutes les pires inquiétudes sont à présent confirmées. Près de 20 millions de personnes vivent encore en zone radioactive entre l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Des millions de personnes que le pouvoir n'avait plus les moyens d'évacuer. Devant l'émergence de cette contestation publique, y compris au Parlement, les autorités de Moscou mènent une contre-offensive et adressent une espèce de mémorandum ou de lettre à Gorbatchev en disant « ça ne va pas du tout ce qui se passe, on ne peut pas admettre cette contestation, il faut réagir ». Et Gorbatchev, pris en étau entre ces deux mouvements, qu'est-ce qu'il fait? Il a recours à l'international. Alors il écrit à l'AIEA, à l'OMS, etc., à l'ONU en disant « écoutez, il faut nous aider maintenant pour gérer les suites de cette catastrophe ». Et c'est l'éruption alors, essentiellement, c'est ça important de relever, de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui va prendre la main dans je dirais, la gestion internationale des suites de la catastrophe, mais elle va avoir un rôle actif sur le terrain aussi. Pour tenter de circonscrire l'incendie, une délégation AIEA-OMS mêlant autorités nucléaires et sanitaires se rend sur place.
Elle est dirigée par le Français Pierre Pellerin. Face aux scientifiques locaux qui demandent à ce que les normes maximales soient abaissées et ainsi permettre la relocalisation des populations, les Occidentaux vont au contraire tenter de les augmenter par 5, pour justifier qu'en l'état, il n'y a pas de danger pour la santé et qu'aucune mesure de protection des populations n'est nécessaire. Moscou n'avait plus d'autre choix que d'appeler la cavalerie à la rescousse. Donc, ils s'en sont remis à l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Ce qu'ils voulaient, c'est que l'OMS envoie des experts internationaux pour évaluer la situation. Aux yeux du peuple, ça aurait fait mouche à coup sûr. Nos scientifiques ne vous disent pas la vérité ? Eux le feront. Ils n'oseront pas vous mentir. L'OMS a accepté sans aucun problème et a envoyé ses experts. Après 10 jours de discussion, ils en sont arrivés à la conclusion qu'ils ne voyaient aucun signe de maladie liée à la catastrophe de Tchernobyl. C'étaient seulement des cas de psychose ou de stress post-traumatique dus à ce qu'ils appellent la radiophobie. Mais c'était uniquement dans leur tête, en aucun cas un problème de santé publique. En conclusion, on pouvait largement doubler, voire tripler les normes maximales. Pour le peuple, cette manœuvre conjointe des institutions internationales et de Moscou montre clairement que le pouvoir est contre lui. Pour les Ukrainiens et les Biélorusses qui sont le plus impactés, c'est la trahison de trop. Et le mouvement Tchernobyl se change en mouvement séparatiste pour les indépendances. Cette déflagration va en rencontrer une autre, provenant des frontières occidentales de l'Empire. Le 9 novembre 1989, l'ouverture du mur de Berlin provoque une vague qui va progressivement balayer tous les régimes d'Europe de l'Est. Face à cette débâcle, Gorbatchev comprend que son temps, comme celui de l'URSS, est désormais compté. Mais fort de la terrible leçon de Tchernobyl, il veut à tout prix accomplir une dernière chose. Le 31 juillet 1991, il parvient à faire venir à Moscou son nouvel homologue américain, le président George Bush. Ensemble, ils signent l'accord START de désarmement stratégique. Les deux superpuissances détruiront dans les années à venir un tiers de leur arsenal nucléaire. Un accord in extremis. 3 semaines plus tard, le dernier secrétaire général du Parti communiste du RSS essuie un coup d'État. En décembre, les dirigeants locaux russes, ukrainiens et biélorusses proclament que l'URSS a cessé d'exister. Il a pensé qu'il réussirait quand même à sauver l'URSS, l'Union. Mais en fait, Tchernobyl a déclenché des forces centrifuges, ça c'est clair. Ça a été un des déclenchements. De toute façon, tout était en train de s'effondrer. Et Tchernobyl a mis un point final à l'Union soviétique. La colère déclenchée a été si forte, si terrible, que finalement, la catastrophe de Tchernobyl a mis une croix sur l'Empire soviétique. Plus de 3 décennies après la catastrophe, le bilan de Tchernobyl oscille entre 50 morts et 1 million, selon les sources. Mais au cœur de cet épais et persistant brouillard, les vestiges de la ville de Pripyat, encore inhabitable pour 40 000 ans ou plus, demeurent les témoins d'un immense empire disparu. Un empire qui est aussi tombé sous le poids des souffrances et des mensonges de Tchernobyl. Car c'est ici que le soviétisme aura livré sa dernière grande bataille.